Bonsoir tout le monde. Encore une belle semaine pleine de mauvaises nouvelles qui s'annoncent sur cet enfer que l'on nomme la planète Terre, mais je vais quand même vous souhaiter la bienvenue dans ce nouvel épisode de Somniloque, notre rendez-vous à tous, parce que moi aussi, j'aime à me perdre à parler de cinéma à une heure tardive, pour cinéphiles insomniaques. Alors écoutez, j'espère que à défaut d'avoir eu une bonne journée, vous en avez eu une relativement plaisante, que vous êtes confortablement installé, peut-être une bière à la main, peut-être une cigarette à la bouche, car autant profiter de la vie maintenant que celle-ci nous semble bien courte et que l'horizon se couvre peu à peu. Mais ne nous laissons pas envahir par ces pensées négatives, même si l'heure est propice à cela, laissons-les plutôt être remplacées par un petit peu de magie, par un petit peu de cinéma. En tout cas, voilà, c'est ça l'objectif de ce podcast. Ça a toujours été l'objectif de ce podcast. Parler un petit peu de la plus belle chose au monde en ces temps sombres. Et comme la pandémie n'est pas près d'être terminée, eh bien écoutez, ce podcast n'est pas prêt de se terminer non plus. J'espère qu'on se retrouvera hebdomadairement encore longtemps pour parler de ces sujets-là passionnants et qui me passionnent. Moi aussi, j'adore parler de ça avec vous. Et cette semaine, vous avez voté, comme toutes les semaines, sur Twitter et Instagram, @dex et le cinéma, pour le sujet de la semaine. Et c'est le sujet du plan séquence qui est arrivé en tête. Alors un sujet un petit peu différent de ceux dont on avait pu parler les semaines précédentes, parce que là, pour le coup, plutôt que de parler d'une thématique précise liée au cinéma, d'un truc où on va pouvoir naviguer à travers plein de films, se poser plein de questions hyper philosophiques et partir dans la branlette intellectuelle, voire même dans la branlette concrète, avec le dernier épisode sur le sexe et le cinéma, là on va parler d'un truc concret. Là on va parler, mesdames et messieurs, de cinéma dans ce qu'il y a de plus cartésien. Pour en parler, on va parler de mise en scène, on va parler de technique de mise en scène, et on va parler de pourquoi est-ce que le plan séquence est un sujet qui fait à ce point débat chez les cinéastes, parce que oui, commençons par là, le plan séquence, même si c'est une technique de réalisation qui est à peu près adoubée par tout le monde, et moi le premier, j'ai beaucoup défendu le plan séquence, notamment quand j'étais plus jeune, et je disais même, je m'en souviens, j'avais une expression pour parler de ça, que c'était mon péché mignon de cinéma. J'ai beaucoup évolué là-dessus, et j'ai envie, voilà, qu'ensemble on parle un petit peu de ça, de ce débat qui agite les cinéphiles, et de pourquoi est-ce que c'est une question qui est en fait bien plus subtile et complexe qu'elle ne peut paraître au premier abord, surtout que, en l'occurrence dans le cinéma contemporain, et en particulier dans le cinéma contemporain à grand spectacle, le plan séquence, il est un petit peu partout. Le dernier exemple en date, c'est évidemment 1917, qui est un film construit autour de la question du plan séquence, qui est un film que je n'aime pas du tout, et notamment pour son utilisation du plan séquence, justement, dont on va pouvoir, un petit peu parler ici. Alors la première chose qu'on va faire, évidemment, c'est définir ce que c'est, un plan séquence, tout simplement, parce que c'est toujours mieux de savoir qu'on se mette tous d'accord sur de quoi est-ce qu'on parle, en fait, avant de commencer à en parler. Alors un plan séquence, moi, la façon dont je le définis, c'est un plan qui a pour objectif, dans le découpage, de saisir l'ensemble de l'action, sans coupe, et que l'on va retranscrire cette saisie de l'action, donc en continu, intégralement au montage. Et là, rien qu'avec cette définition-là, on a un premier présupposé qui saute, qui est l'idée selon laquelle le plan séquence serait un geste de tournage, qui est quelque chose qu'on a vraiment tous en tête. Voilà, on se dit, quand on regarde par exemple des Revenant de Inarritu, et qu'on voit les plans séquences, les scènes d'action, etc. du film, on se dit, ah bah putain, comment ils ont fait pour tourner ça? Sauf que le plan séquence n'est pas un geste de tournage. Parce qu'en réalité, et ça on peut très facilement l'expérimenter lorsqu'on commence à tourner des films, il arrive très souvent, en tout cas moi ça m'est arrivé plein de fois, et je suis sûr que vous, si vous avez fait des courts-métrages amateurs, ça vous est aussi arrivé, on fait en fait des plans longs qui englobent l'intégralité de l'action tout le temps. On fait ça tout le temps parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir des options au montage. Et d'ailleurs, très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va articuler le découpage d'une séquence. Donc, imaginons, c'est une femme qui rentre dans une pièce, qui trouve un pistolet et qui tire sur quelqu'un. Et cette scène-là, on va la filmer une fois dans son intégralité, donc en, entre guillemets, plan séquence, et puis on va la refilmer sous différents axes. Et ce plan de départ que l'on a tourné, qui englobe toute l'action, on va pas l'utiliser en tant que tel quel dans le montage, mais on va l'utiliser comme une sorte de base avec laquelle on va venir intervertir les autres angles, les autres axes que l'on aura utilisés de caméra pour pouvoir créer une dynamique de la scène. Donc le fait de créer un plan séquence dans un film, c'est absolument pas un geste de tournage, parce que c'est extrêmement commun, en fait, de filmer toute une séquence dans son intégralité, mais c'est un geste de montage. Parce que le choix qui est fait, c'est celui, en fait, très simplement, de dire au monteur, aujourd'hui, pas la peine de venir travailler, puisqu'on ne fera pas de coupe
dans la séquence. Et ça, c'est quelque chose qui en fait ne va absolument pas de soi. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir, si vous vous intéressez un petit peu au cinéma, il y a un vrai débat pour savoir est-ce que le cinéma est un art de la caméra, c'est-à-dire un art visuel en fait, un art d'une machine voilà, qui capte le réel, un réel dans lequel un metteur en scène, une metteuse en scène aura insufflé sa vision, aura voulu faire jaillir quelque chose de précis qui dépend de ses interrogations, de ses questionnements propres, ou alors, est-ce que c'est un art du montage ? C'est-à-dire, est-ce que c'est le montage, en fait, la façon dont on va joindre les plans entre eux, la façon dont la scission que l'on va faire entre les deux différents plans et que l'on va connecter totalement artificiellement va pour autant fonctionner à l'image et créer une sorte de magie. Et ça c'est encore pareil, quelque chose que lorsqu'on fait du montage, on expérimente ça tout le temps. Des fois on colle deux plans et on fait putain ça marche trop bien alors qu'on n'a absolument aucune idée de pourquoi. Voilà, c'est quelque chose que je détaillais un peu dans mon épisode de la série Comment faire un film fauché, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, où justement je parlais de ça, j'évoquais ça, et à quel point le montage peut être un art magique, et qu'en fait c'est le montage, la façon dont on va superposer les images, la façon dont on va les faire dialoguer par le lien en fait que l'on va forcer entre elles, qui est un lien qui ne va absolument pas de soi, qui va faire la puissance de la mise en scène. Il y a des... Voilà, quand Godard dit que le montage est un battement de cœur, bah, la métaphore, elle a du sens. La métaphore, elle est puissante lorsqu'il dit ça. C'est littéralement le montage qui permet au film de vivre. Et se passer de cette possibilité-là, se passer de cette grammaire-là propre, de la magie du lien que l'on peut tisser entre des images, et bah c'est quelque chose qui plaît pas à tout le monde. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident. Parce que choisir de faire un plan séquence, c'est choisir de se passer justement de cette magie-là. C'est choisir de se passer de la forme montage, c'est choisir de se passer de ce qui fait pour certains cinéastes le cœur même du cinéma. Et là, évidemment, il y a un nom qui surgit tout de suite. L'un des cinéastes qui a le plus conspué le plan séquence de toute son histoire. En tout cas, voilà, moi, ça m'avait vraiment marqué en lisant certains de ses textes théoriques, à quel point le mec déteste le plan séquence et à quel point il va jusqu'à réfuter non pas son utilisation, mais jusqu'à réfuter la pertinence même de son existence. Ce metteur en scène, c'est Pasolini. En fait, Pasolini est un cinéaste qui, au-delà de faire des films très intello, était quelqu'un également de très intello dans la vie. Voilà, je le critique un peu parce que j'aime pas trop son cinéma, mais c'est évidemment un metteur en scène qui est extrêmement important, Pasolini, et qui a surtout, comme je le disais, énormément réfléchi, en plus de ses films, à la vision qu'il y avait du cinéma à transmettre dans les films qu'il réalisait. Et il a notamment donc travaillé sur la question du plan séquence. Et c'est assez intéressant qu'en parlant d'un réalisateur romain, les cloches se mettent à sonner, vivifiantes, hein, qui permettent de rendre mon propos, de lui donner quelque chose de sacré. Hein. Oui, c'est ça aussi, c'est les joies du direct, j'improvise ce podcast en parlant par-dessus les cloches, en espérant qu'elles ne couvrent pas ma voix. Donc je disais, Pasolini, c'est quelqu'un qui réfutait absolument l'emploi du plan séquence, parce qu'il considérait, en fait, et de façon assez arbitraire, même moi je trouve, j'ai tendance à penser ça, que c'était un plan paresseux. Et ce, pour une raison philosophiquement très forte, que je vais dès à présent vous détailler, en vous lisant un extrait de l'ouvrage qui s'appelle « Le cinéma et la mise en scène de Jacquemont », dans lequel eh bien, Jacquemont parle un petit peu du rapport de Pasolini au plan séquence, et je trouve ça intéressant, évidemment, de vous dire ce que Jacquemont nous dit de Pasolini. Je vous lis. Dans une visée exactement opposée, Pasolini dira la même chose une dizaine d'années plus tard. Le plan long, qu'il appelle approximativement plan séquence, est incapable de signifier parce qu'il est la reproduction amorphe de l'expérience vécue et que, ne soulignant rien, il n'exprime rien. Pour Pasolini, le sens commence avec le geste du monteur qui coupe et ajuste. Un film ne signifie rien tant qu'on n'a pas monté, de même que métaphoriquement, la vie ne signifie rien tant qu'on n'a pas ce geste de montage définitif qui est la mort. C'est donc que le plan long est comme la vie, sans structure ni signification. Alors vous voyez, c'est une position qui est pas forcément défendable sur tous ces aspects. En tout cas, moi je trouve que vraiment là on va très très loin dans le rejet du truc, mais il y a quand même une position qui est intéressante sur la question du plan séquence, en tout cas moi que je trouve très intéressante, c'est qu'il nous dit en fait que le plan séquence, comme il ne fait que capter ce qui se passe,
sans permettre au montage de créer un nouveau langage à partir des images qui sont captées. En fait, ce que nous dit Pasolini, basiquement, c'est moi aussi, je sais regarder une scène et je vais pas au cinéma pour regarder une scène. En fait, je viens au cinéma pour que un metteur en scène, par son écriture, donc du montage particulière, me fasse comprendre cette scène différemment que moi j'aurais pu la voir. C'est-à-dire que on va vraiment hyper loin avec Pasolini. Il dit vraiment que le plan séquence, c'est un truc, en gros, de baltringue, quoi. Enfin, je veux dire, c'est peut-être pas les termes qu'il emploierait, et c'est pas les mots de l'époque non plus, mais c'est un peu ça, quoi. C'est un truc de paresseux. C'est voilà, moi aussi, je peux foutre une caméra et faire genre que je filmais. Alors, vous vous en doutez, cette vision des choses, je la partage pas parce que je considère que, à travers le plan séquence, en fait, on peut nourrir tout un propos de mise en scène, et le fait, justement, de travailler sur une image qui, oui, est un petit peu amorphe, c'est vrai, qui est une image de témoignage, en fait, c'est aussi un rapport à la réalité et que ce n'est pas parce que on n'emploie pas la sursignification ou même la signification tout court que permet le montage que ce que l'on a à dire à travers le plan séquence n'est pas signifiant. Il y a des films qui, s'ils n'étaient pas tournés en plan séquence, seraient fondamentalement moins intéressants et des scènes qui seraient bien moins intéressantes si elles n'étaient pas captées en plan séquence. Parce que ce dont ne parle pas Pasolini lorsqu'il évoque cette critique-là, c'est de la question du temps. Cette question du temps, j'en ai beaucoup parlé déjà dans les podcasts précédents, mais c'est vraiment un truc qui me passionne et qui passionnait déjà André Bazin, que j'ai énormément cité au travers des différents épisodes de Somniloque. Le cinéma est un art du temps. Ce que pensait aussi Tarkovsky d'ailleurs. C'est-à-dire que le cinéma est un art qui permet de rendre compte d'un écoulement du temps. Et le plan séquence est la manière la plus juste de transmettre, de retranscrire cette captation temporelle. Et c'est en ça que, si on veut vraiment aller peut-être trop loin, mais bon, voilà, vous connaissez ce podcast, vous savez très bien que c'est ça qu'on va faire, on peut dire que le cinéma, en ce sens-là, est un art qui touche à l'éternité. Parce que c'est un art qui s'affranchit du temps. Lorsque on regarde un film filmé en plan séquence, lorsqu'on regarde un film qui nous propose une séquence sans interruption due au montage, qui dure 15 minutes, et bien les 15 minutes du film et les 15 minutes du spectateur en train de le regarder sont les mêmes. Et quelle meilleure manière de dépasser toute frontière entre l'œuvre et son spectateur qu'en faisant en sorte que les temporalités dans lesquelles les deux existent fusionnent et finissent par s'unir. Moi, le plan séquence, penser dans cette idée-là, penser dans cette volonté d'épouser le temps, c'est pour ça que je défends le plan séquence de Irréversible, c'est pour ça notamment que j'avais vu un film qui s'appelle Utoya, qui est un long métrage norvégien qui rend compte de la tuerie qui est survenue sur l'île d'Utoya, vous savez, le massacre d'un terroriste d'extrême droite sur un groupe de jeunes qui étaient des militants socialistes dans mon souvenir. Le film dure 1h30 et il est filmé en plan séquence, c'est-à-dire que c'est un plan séquence qui dure tout le film, qui dure 1h30. Pourquoi 1h30 ? Parce que la tuerie a duré 1h30. C'est-à-dire que Utoya, la version norvégienne du film, parce qu'il y a eu un remake américain, vous le voyez pas là mais je hausse les sourcils, je sais pas que ça s'est entendu au ton de ma voix, la version norvégienne d'Utoya est un film qui nous propose, par le biais de l'expérience cinématographique, de saisir, alors évidemment pas directement, mais de nous rapprocher en tant que spectateurs de ce que c'est que la temporalité d'un attentat. Et c'est une vision philosophique que je trouve assez intéressante. Bon, déjà, moi, je trouve le film génial et brillant en termes de mise en scène, ne serait-ce que pour cette idée-là, ne serait-ce que pour cet hommage qui est fait aux victimes de vouloir, en fait, partager leur traumatisme à l'ensemble des spectateurs en retranscrivant l'expérience terrible que ça a été de la façon la plus fidèle possible. Mais surtout, ça pose une question qui est extrêmement intéressante, en tout cas moi, que je trouve très intéressante, plus philosophique, là, pour le coup. Est-ce que la réalité n'est pas d'abord une expérience du temps ? Est-ce que ce n'est pas justement parce que la réalité s'expérimente à travers le temps que le cinéma est le plus grand de tous les arts ? Parce qu'il est le seul, en fait, à pouvoir, à travers ses méthodes de narration, que ce soit le plan séquence ou au contraire, partons dans l'opposé total du plan séquence et allons vers, je sais pas, une ellipse dans un film qui durerait 40 ans, c'est-à-dire qu'on reprend un personnage 40 ans plus tard, dans les deux cas, on a le témoignage d'un art qui parvient à faire du temps sa matière première et qui s'approprie quelque chose que nous, en tant qu'humains, sommes incapables de nous approprier, qui est le temps.
Nous, le temps, nous y sommes soumis. On ne peut pas décider qu'une minute va aller plus vite qu'une minute. Le cinéma, lui, le peut. Le cinéma, lui, peut s'affranchir de tout ça. Il peut choisir de faire en sorte qu'une seconde dure une demi-heure. S'il en a envie dans sa narration, c'est possible à travers le cinéma. Ou au contraire, il peut choisir que 10 ans s'écoulent en l'espace d'une minute. Le cinéma est le seul art capable de faire ça. Le cinéma est le seul art qui est capable, enfin je sais pas si ça me donne des frissons rien que de le dire, rien que d'y penser, mais c'est le seul art qui nous permet d'aller au-delà de la condition humaine. Et je dis bien le seul parce qu'on pourrait rétorquer que oui, mais la littérature quand même s'affranchit du temps, mais oui, sauf que la littérature, le mec qui écrit, ou la nana qui écrit, ne peut pas faire en sorte que vous lisiez la page dans le temps qui est voulu pour que vous expérimentiez réellement la temporalité que vit le personnage. Au cinéma, on peut faire ça. Au cinéma, 10 secondes, c'est 10 secondes. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est phénoménal, et c'est quelque chose qui, moi, me paraît fondamental lorsqu'on pense le cinéma, et qui surtout me paraît extraordinaire lorsqu'on pense le plan séquence. Un plan séquence, pour moi, pour toutes ces raisons-là, et aussi pour faire un petit pied de nez à Pasolini, n'a de sens que s'il est utilisé pour retranscrire ça, pour faire écho à cette temporalité-là, pour en fait être une sorte de geste presque politique, enfin une politique de l'esthétique, mais un geste politique quand même de dire oui, avec le cinéma on peut faire ça. Avec le cinéma on peut s'affranchir du temps. Et quand moi je vois 1917 ou quand je vois la plupart des blockbusters qui choisissent d'adopter du plan séquence pour faire quelque chose, je ne vois pas un geste militant sur la puissance esthétique du cinéma. Je vois une volonté démonstrative. Parce que ça, c'est un truc dont on n'a pas encore parlé, mais le plan séquence, c'est surtout, et c'est pour ça aussi qu'on a cette idée, je pense, fausse, mais malheureusement qui est là, qui est que le plan séquence est un geste de tournage, parce que ça implique de l'organisation, parce que oulala, faut répéter, parce que oulala, il faut que tout le monde marche en même temps, il faut que tout le monde sorte en même temps, que tout le monde soit à son poste au bon moment, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on est impressionné. Et oui, c'est impressionnant, mais voir le plan séquence comme un geste puissant parce qu'il a nécessité une grande organisation, une grande préparation, pour moi, c'est totalement minimiser la puissance phénoménale du truc. Pourquoi est-ce que je considère que Cuarón est un grand cinéaste et pas Inarritu? Parce que quand Inarritu fait The Revenant, il le fait donc avec que des plans séquences, mais le fait que ce soit des plans séquences n'apporte rien. Hormis peut-être lors de la scène de l'attaque de l'ours et lors des très longues scènes où DiCaprio marche dans le froid. Là oui, parce que là on épouse la temporalité du personnage. Mais prenons l'attaque des Indiens qui survient au début du film. Que cette séquence soit filmée en plan séquence ou pas, ça n'apporte rien. Ça n'apporte absolument rien. Quand Cuarón ouvre Gravity avec un plan séquence de 12 minutes, il nous fait éprouver pendant 5 minutes montre en main, et c'est long, hein, 5 minutes de film au cinéma, ce que ressent Sandra Bullock, seule dans l'espace, en train de tourner, sans aucune attache. Il n'y a rien, il n'y a pas d'événements, il n'y a pas de personnages qui interviennent, il y a simplement elle, qui est seule, avec la caméra à l'intérieur de son casque, en train de tourner pendant 5 minutes. Le temps du personnage devient le temps du spectateur. Et ce plan n'a pas nécessité une organisation particulière. La preuve, puisqu'il a été tourné intégralement sur fond vert. Gravity est un film qui n'a pas été tourné dans l'espace, est-ce que vous vous en doutiez? Qui a été tourné intégralement sur fond vert. Et donc Cuarón aurait pu dire « Ah bah je m'en fous, on fait des cuts, machin ». Non, c'est une volonté. Alors que Inarritu, on pourrait dire « Oui, il pouvait tourner que 2 heures par jour, donc il n'avait pas le choix de faire des plans séquences ». Parce que oui, en fait, Inarritu n'a tourné The Revenant que 4 heures par jour, pendant l'heure dorée, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Alors je sais pas si c'est une légende, cette histoire-là, mais a priori ça paraît possible, puisque le film est tourné en lumière naturelle, donc c'est possible, peut-être que c'est vrai. Et voilà, donc on pourrait dire, bon, il avait que 2 heures, il avait des grosses séquences à tourner, il a tourné en plan séquence parce que ça lui permettait en fait de rentrer le maximum de matériaux. Certes, moi je trouve que ça sert à rien, mais certes, Cuarón, quand il fait Gravity en plan séquence, ça sert pas à rien. Parce que Cuarón, lorsqu'il fait Gravity en plan séquence, il pouvait faire autrement. Il ne le fait pas. Parce qu'il sait à quoi sert le plan séquence, et il sait ce qu'il peut faire advenir grâce à ce travail du temps. Pour moi, Cuarón est un grand cinéaste, parce que c'est un cinéaste qui a compris, à l'inverse d'Inarritu, qui lui est dans l'organisation,
qui lui est dans... Alors on va mettre plein de figurants et on va faire passer des flèches à 1 centimètre de la caméra, etc. C'est un cinéaste qui a compris que le cinéma est un art du temps, et non pas un art de l'espace, un art de l'organisation spatiale. C'est uniquement en travaillant le temps, en travaillant la durée des émotions, la durée des ressentis, la durée de l'épreuve physique que ressentent les acteurs en train de le jouer, que quelque chose naît à l'écran. Et aucun de ces autres films à Cuarón ne le montre mieux que Les Fils de l'Homme. Alors évidemment, Les Fils de l'Homme, qui est le film que j'ai mis en exergue pour illustrer ce podcast, j'en parle pour 2 raisons. La première, parce que vous le savez si vous me suivez, c'est le film qui m'a fait... qui ne m'a pas donné envie de devenir réalisateur, mais qui m'a fait prendre conscience du fait que je voulais devenir réalisateur. C'est-à-dire qu'à la fin du visionnage du film, que je n'avais pas aimé la première fois que je l'ai vu d'ailleurs, pour la petite anecdote, je l'ai vu une 2e fois, le générique est arrivé, et je me souviens m'être dit, c'est ça que je veux faire de ma vie. Ma vie à moi, Clément, ça sera ça. Ce sera raconter des histoires, ce sera faire des films. Et comme il n'y a qu'un seul long métrage dans la vie d'un homme ou d'une femme qui nous fait ressentir ça, c'est évidemment une forme d'hommage que je lui rends, mais c'est aussi un hommage que je lui rends en le mettant en exergue parce que c'est un long métrage qui contient pour moi l'un des plus beaux plans séquences de toute l'histoire du cinéma. On cite beaucoup, alors j'ai pas envie de comparer, tu vois, mais parce que ce serait stupide et surtout ce sont des films qui ont des années, des dizaines d'années d'écart. On cite beaucoup La Soif du Mal, par exemple, l'ouverture de La Soif du Mal de Orson Welles, ou même La Corde d'Hitchcock, qui est un film que personnellement La Corde je n'aime pas, ou en tout cas que je trouve très en deçà de sa réputation, parce qu'en fait c'est un film qui certes est tourné en un seul faux plan séquence, mais dont les raccords sont tellement visibles, et qui surtout n'a de sens, ce plan séquence-là, que de performance. En fait c'est une performance de mise en scène, parce qu'en plus il fait des ellipses dans son plan séquence. Donc vraiment, le truc ne sert à rien, quoi. Je veux dire, vraiment, tout le truc de on va saisir le temps, etc. Pour moi, il n'y a pas de travail, en fait, du plan séquence dans La Corde, ce qui est particulier, parce que c'est le premier film de l'histoire du cinéma à être tourné en un seul plan séquence, mais moi, je considère qu'il n'y a pas de travail du plan séquence dans ce long métrage. Hitchcock n'utilise jamais le plan séquence au-delà du simple postulat de mise en scène. C'est-à-dire vraiment, on va faire un plan séquence parce que c'est rigolo et parce que personne ne l'a jamais fait. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait. Je trouve que Victoria, par exemple, le film allemand qui est, à mon avis, il me semble, le premier film de toute l'histoire du cinéma à être tourné intégralement en vrai plan séquence sans aucune coupe. Donc le film dure 2h40, les comédiens ont tourné pendant 2h40. Et ils ont été filmés pendant 2h40. Ça m'intéresse plus que La Corde d'Hitchcock. Est-ce que je viens de me mettre à dos tous les cinéphiles de la planète? Oui. Et j'assume, avec une rock'n'roll attitude qu'on me connaît. Et du coup, parlant de Hitchcock, voilà, je voulais en venir à La Soif du Mal, parce que je me perds dans mes propres explications, à force de parler de cinéma à cette heure-là. Hitchcock, non pas Hitchcock du coup, Orson Welles. Oh putain, il est tard. Orson Welles, du coup, qui, faisant La Soif du Mal, pareil, quand tu vois l'ouverture de La Soif du Mal, tu te dis putain, il est fort, mais tu te dis pas oh là là, c'est vachement intéressant, ça dit quelque chose de très puissant sur le cinéma, le fait qu'ils soient en train de le filmer comme ça. Moi, personnellement, je me dis pas ça. Après, peut-être que c'est votre cas, et de toute façon, La Soif du Mal est un film génial, regardez-le, parce que c'est un monument, justement, d'expérimentation technique, comme tous les films d'Orson Welles. Regardez Citizen Kane aussi. Ce sera, en tout cas, en ce qui me concerne, plus intéressant que de regarder La Corde d'Hitchcock, en tout cas, je trouve. Mais on n'a pas ce travail-là. Je ne vois pas, dans ces 2 films, d'éclosion de quelque chose. Je vois pas quelque chose se passer à l'image parce que c'est filmé en plan séquence. Au contraire des Fils de l'Homme. La séquence dont j'ai envie de vous parler, c'est la séquence de guerre des Fils de l'Homme qui se conclut par le cri du bébé. Alors, je vais essayer de pas trop spoiler, mais en même temps, j'espère que tout le monde a vu Les Fils de l'Homme, et si vous ne l'avez pas vu, bien regardez-le. Là, je sais qu'il est un petit peu tard, mais arrêtez immédiatement ce podcast et allez mater Les Fils de l'Homme parce que c'est un chef-d'œuvre de cinéma contemporain. En tout cas, moi, je trouve. Pourquoi est-ce que Cuarón filme cette scène en plan séquence? Décrivons un petit peu la scène. On a donc le personnage de Clive Owen qui protège la jeune femme qui a accouché d'un bébé, alors que dans le bidonville où ils sont, qui est en fait une sorte de ville, une partie d'une ville abandonnée qui en fait a été réquisitionnée pour faire un énorme bidonville au milieu des ruines, la jeune femme tient dans ses bras le bébé, et Clive Owen, les mains autour d'elle, cherche à la protéger, et une émeute éclate.
Ça commence à tirer de partout, il y a des tanks, il y a des militaires, et ils courent, en fait, ils se barrent à travers les ruines pour essayer de trouver un abri. Et alors qu'ils courent, ils sont sous les tirs, ils voient des gens mourir, ça canarde de partout, ça s'effondre de partout, les personnages courent. On est vraiment sur une séquence grand spectacle, en fait, a priori. A priori, parce que c'est là où c'est intéressant, justement, dans la mise en scène de Cuarón. On est vraiment dans un truc, voilà, ça défouraille. En plus, le mixage son est très fort pour nous faire ressentir la violence des coups de feu. On nous bombarde de l'information en fait cinématographique à la gueule en disant regarde, écoute, regarde, c'est la guerre, écoute, écoute, écoute. Et on suit ces personnages en plan séquence, donc montre en main temps réel, où notre temps à nous de spectateurs fait écho au leur et se tisse le lien de l'unité entre ma réalité et la réalité de l'image. Et il court, il court, il court, il court. Il rentre dans un immeuble et se cache dans un petit appartement, tandis que les militaires qui leur courent après, en fait, qui sont en train de courir, continuent de canarder, ça gueule, en plus c'est des militaires, donc ça parle fort, avec un gros accent bien américain, et ils arrivent et tout, ils commencent à gueuler sur tout le monde, ah etc. Et là, après 6 minutes 30 à peu près, de brouhaha incessant, de bruit agressif, de sang sur la caméra parce qu'un mec est mort et qui nous a foutu du sang là-dessus, d'un seul coup le bébé crie. Le bébé pousse un cri. Et là les coups de feu s'arrêtent. Dans mon souvenir, le plan séquence fait à peu près 8 minutes. 6 minutes 30 d'une première partie, avec un bruit incessant, une agressivité de l'image, du son, qui ne sont là que pour rendre possible ces quelques secondes de cinéma. Tout le film a été pensé autour de 3 secondes, Les Fils de l'Homme, où d'un seul coup le bébé crie. Et le bébé criant, dans ce monde où les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants, la guerre s'arrête. Et cinématographiquement, dans ce premier cri et dans le silence qui suit, quelque chose naît à l'image. Il y a un moment de grâce. Moi j'appelle ça un moment de grâce absolue. Là, cinématographiquement, le fait d'avoir agencé toute la scène pour aboutir en fait à sa négation, c'est-à-dire que vraiment on a la deuxième partie du plan séquence qui est l'inverse de sa première partie, on a tout un film en 8 minutes. Thèse, antithèse, synthèse. En 8 minutes. En plan séquence. En 8 minutes, Cuarón nous a fait passer par toutes les émotions. Et a fait épouser notre temps à celui des personnages pour nous immerger dans leur réalité, pour nous faire vivre ce moment de grâce absolue avec eux. Et la meilleure façon de créer une unité dans le vécu de ce moment de grâce, c'était de permettre l'identification la plus totale avec ce qui se passait à l'image. Et donc, c'était de passer par le plan séquence. Quand le plan séquence est réflexif, quand il n'est pas là juste pour impressionner, mais qu'il est là pour dire quelque chose du cinéma, c'est la plus belle chose du monde. Et à chaque fois que je revois cette scène, j'en tremble. Tellement là, je comprends ce que c'est que la mise en scène. À quel point le fait de prendre des décisions pour des raisons précises et que tout ce que fait le metteur en scène a un propos à la fois pour nous faire ressentir un impact émotionnel mais aussi pour tenir un discours sur ce qu'est le cinéma. Et ben je me dis que le monde est un petit peu moins moche quand je vois des instants de grâce comme ça. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur ce podcast consacré au plan séquence. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires sur YouTube, à me partager un petit peu les scènes de plan séquence qui vous ont marqué et les raisons pour lesquelles elles vous ont marqué. N'hésitez pas non plus à proposer des sujets pour qu'on puisse continuer à discuter ensemble à cette heure tardive. J'espère que vous allez passer une bonne nuit, même si, là, l'annonce du reconfinement se rapproche, mais en tout cas, on aurait eu un petit moment d'accalmie avec ce podcast. En tout cas, j'espère que vous l'avez eu tout comme moi, je l'ai eu à vous parler un petit peu de cinéma. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se dit à dans quelques jours sur les réseaux pour voter pour le prochain sujet et à la semaine prochaine pour parler un petit peu de cinéma. Salut tout le monde.